Donc, merci à vous tous et à vous toutes d'être présents pour cette nouvelle commission bien-être et performance du dirigeant. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence que je vais présenter dans quelques instants sur un sujet très d'actualité et bien au cœur de nos journées de travail, puisque communication bienveillante, votre allié pour des journées de travail apaisées. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse un petit tour de table ici déjà dans la salle. Pourquoi vous êtes là, vous présentez pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Et puis, ensuite, je présenterai mon invité et le contexte, si vous en êtes d'accord. On y va? On démarre comme ça? Allez, on y va. Je m'appelle Marie Evrard, je suis médiatrice dans le secteur de l'entreprise. OK. Et je pense que la médiation fait partie, entre autres, du bien-être du dirigeant et du bien-être des employés, de la communication apaisante. C'est pour ça que j'avais envie de voir un peu ce que vous aviez à dire, votre contenu, et puis peut-être apporter... des précisions, des éclairages, OK, avec grand plaisir. Voilà. Super, merci beaucoup. Linda Marais, de la société Carton. Je suis dans l'impression numérique et je suis dirigeante de cette société et ce sujet m'interpelle fortement, surtout depuis le Covid, on va dire. D'accord. C'est pour ça que je suis là. Okay. Ça m'intéresse fortement. Merci Linda. Alors, Émilie Bardil, donc gérante de l'entreprise Bi-Unique. Donc, moi, j'ai créé récemment mon entreprise donc, il y a quelques mois. Donc, je n'ai pas encore de salariés, mais la bienveillance, évidemment, m'interpelle aussi beaucoup parce que c'est partie de mes valeurs, évidemment. Et aussi pour les clients que j'accompagne, parce que je fais du conseil, de l'accompagnement en fait, en stratégie de communication, mais plus externe. Et du coup, c'est pour créer aussi de la cohérence par rapport à cette notion d'authenticité, parce qu'on travaille sur les valeurs beaucoup. Et donc voilà, pour accompagner aussi mieux mes clients avec cette approche. De Laurence, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler aussi il y a quelques années. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, ça SFR, Smart Shopper à l'époque. D'accord, ok. Ah oui, dans une autre vie. Dans une autre vie, tout à fait. Waouh, ouais. Oui, ça remonte, ouais. Merci, Émilie. Du coup, moi, je suis M. Rajavali de la société Pack Éphémère. Je fais tout ce qui est emballage alimentaire biodégradable. On travaille essentiellement avec la partie tout ce qui est emporté. Après, la partie hôtellerie, la partie snack, la partie restauration. J'étais intrigué par rapport au thème. Et c'est vrai que j'ai des salariés, je me dis peut-être que j'aurai peut-être une autre façon de voir les choses avec eux et peut-être leur apporter surtout une autre façon de travailler peut-être. Super. Merci beaucoup. Cyril Técher, donc Société Sécurité Privée des Mascareignes, SPM, société moyenne avec une centaine de salariés, donc toujours en perpétuel management tout le temps. Je suis aussi coach en développement personnel, formé par Nathalie Hibon. Donc du coup, avec la CNV, tout ça, donc la communication bienveillante. C'était juste pour me remémorer un peu des choses, voir ce qui différencie aussi, pour voir s'il y a des choses qui sont différentes, et toujours rester dans le move tout le temps, parce que ça compte un peu. Okay. Donc voilà, ça je suis là. Super. Carole Checory, Le Spégagne, dirigeante de CLS Praxis. J'ai un cabinet de conseil sur la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Et la communication bienveillante, ça fait partie des thèmes sur lesquels on peut s'articuler et ça peut être complémentaire. Moi, je vais être plus sur le champ du travail, spécifiquement, qui peut être un levier communication ou autre. Merci. Du coup, est-ce que vous pouvez passer Alors, je vous ai posé un tout petit peu le contexte parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la CNV, de la communication bienveillante, de communication cordiale, mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on en parle tant? Alors, c'est vrai que je trouvais ça intéressant, ce thème, parce que, oui, dans la vie de tous les jours et au travail, on va être amené à
à communiquer, à échanger. Et notamment dans les réunions, il y a ceux qui s'expriment, certains qui élèvent la voix, d'autres qui n'osent pas parler, d'autres qui se sentent agressés, d'autres qui préfèrent se taire pour éviter le conflit. Enfin bon, on va voir qu'il y a pas mal de choses qui se jouent autour d'une table lors de réunions ou d'échanges au sein de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un éclairage avec Laurence et d'avoir une méthode. Alors, évidemment, ça va être assez rapide ce soir, mais déjà, vous donner les grands principes de ce qu'on appelle cette CNB, donc, ou communication bienveillante, qui va vraiment surtout reposer sur des principes à la fois d'écoute, d'absence de jugement, tant envers les autres qu'envers soi, évidemment, avant tout. L'idée, c'est genre de démarrer par soi pour après rayonner auprès des autres. Et puis, c'est évidemment, ça permet, enfin, c'est un sujet qui permet d'apprendre à mieux se connaître, à se connecter à ses émotions, à son besoin de fonctionnement, et pour mieux interagir avec les autres et d'interagir de façon cordiale avec les autres. Du coup, Adili, je veux bien. Donc, Laurence Haricot donc, nous a rejoint ce soir pour cette conférence. Et je la remercie vraiment parce qu'elle a un parcours que je trouve exceptionnel. Elle a longtemps travaillé dans le marketing. Elle a quitté le salariat en 2017 et puis elle a décidé de se former donc, depuis 2017 au coaching. Laurence est vraiment animée de cette passion pour les relations humaines et elle est intimement convaincue que le potentiel que chacun recèle, que chacun a au fond de soi est vraiment un trésor. Aujourd'hui, elle est donc coach professionnel certifiée, accréditée par l'ICF. Elle est également praticienne en PNL. Et en 2019, elle a monté son cabinet de coaching. Et aujourd'hui, donc, elle accompagne des entreprises, des dirigeants, des managers sur des thématiques de développement personnel et d'intelligence collective. Voilà, Laurence. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de me rejoindre ce soir. C'est chouette. Merci. Et du coup, je vais te passer. Alors, non, Adélis, peut-être il y a descendu, je crois qu'il y avait encore une ou deux petites slides. Je me suis permise de vous remettre des petits chiffres clés. Moi, j'aime bien, avant les conférences, nous appuyer sur des chiffres clés d'études. En gros, 80% des problèmes en entreprise sont liés à des problèmes de communication. Voire même, je pense que ce chiffre me paraît même peut-être en dessous de la réalité. 69% des gestionnaires ne sont pas à l'aise pour communiquer avec les employés en général. Donc, on s'aperçoit aussi que les personnes qui ont des fonctions de management, d'encadrement, etc., eh bien, elles n'ont pas les codes forcément pour communiquer avec l'ensemble de leurs employés. 86% des employés et des cadres citent une communication inefficace en milieu de travail, qui contribue évidemment à des échecs, mais en tout cas, 86% des employés et des cadres considèrent qu'il y a une mauvaise communication et que du coup, évidemment, ça n'entraîne pas des choses positives. Et puis, 33% des employés ont déclaré que le manque de communication ouverte et honnête, parce qu'évidemment, il y a la façon la communication, c'est un vaste mot. Avant tout, il faut qu'elle soit authentique, cette communication, pour qu'elle puisse rebondir. Et qu'évidemment, ça avait un impact négatif sur le moral des collaborateurs quand on est dans une communication qui n'est pas juste et qui n'est pas appropriée. Donc ça, c'était quelques petits chiffres clés. Du coup, Tom et Adili, je vais vous demander de passer sur le PowerPoint de Laurence. Laurence, je vais te passer la parole. Donc, à tout moment, de toute façon, Laurence va chef d'orchestre de cette soirée. Voilà, vous pourrez échanger, poser vos questions. N'hésitez pas à noter si vous avez des questions. On a toujours un petit temps de questions-réponses. Mais Laurence nous a construit une soirée sympathique, interactive et d'échange. Donc, voilà, je la laisse prendre les commandes. Alors moi, je vais me lever, comme ça, je verrai tout le monde. Laurence. C'est OK pour vous. Après, je ne sais pas s'il faut qu'on me voit
au niveau de la vidéo. Alors, merci pour cette invitation. Merci pour cette présentation. Évidemment, parler de la communication bienveillante en 45 minutes, c'est un très vaste sujet. Donc voilà, j'ai sélectionné ce qui me semblait déjà assez quelque chose de ludique, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de théorie. Moi, ce que je veux vous faire vivre aujourd'hui, c'est une expérience, d'accord? Parce que ce qui n'a pas été dit, c'est que je suis coach, mais je suis aussi sophrologue. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc on va aller un peu explorer nos émotions. Alors oui, on voyait le chiffre de 80%. Effectivement, moi, il me semble assez faible parce que pour moi, c'est vraiment la communication qui est au cœur des relations humaines. C'est vraiment des êtres d'interaction depuis la nuit des temps. Et donc, un des éléments de la communication bienveillante, c'est ce qu'on appelle le langage assertif, c'est-à-dire la capacité, on va voir une définition, j'ai quand même mis un peu de théorie, une définition de ce que c'est que le langage assertif. En fait, c'est la communication au travers de ses émotions. D'accord? Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Alfred, parce que je ne sais pas son nom, donc qui est un PNListe qui a dit que la carte n'est pas le territoire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque individu se construit sa propre vision, sa propre interprétation du monde, une interprétation et une représentation qui est issue de notre culture, de notre religion, de notre éducation, des injonctions sociétales aussi beaucoup, et de nos expériences de vie, de nos croyances. Vous avez parlé de valeurs tout à l'heure, voilà, de nos valeurs, de nos croyances et de nos expériences de vie. Donc, tout ça fait que déjà nous sommes des êtres uniques et tout ça va influencer la façon dont on va communiquer. Alors, c'est difficile de se comprendre, évidemment. Là, j'ai mis j'aime bien cette petite photo, elle est assez parlante. Hein. Tout dépend de l'angle par lequel on voit les choses, les situations. Voilà, on est même capable de ne pas voir les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous savez, mais on ne capte pas les couleurs de la même façon. Et ça, c'est sans compter, en fait, donc on parle de langage, de mots, mais c'est sans compter tout ce qu'il y a autour des mots aussi, tel que le paraverbal ou le non-verbal. Donc, juste comme ça, pour savoir, d'après vous, dans une communication, la part du verbal, c'est-à-dire les mots, combien est-ce qu'ils représentent dans un message sur 100%? Rien, 2%. 30? 2%. 2? 6 et 2%, je crois. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est 7%. Voilà, tout le reste, c'est du non-verbal, du paraverbal, sur lequel on travaille beaucoup en coaching aussi, hein, en séance. Donc, le non-verbal, ça va être toute la gestuelle, etc., la façon dont on respire, la façon dont là où s'oriente notre regard aussi est très important. Et le paraverbal, ça va être la tonalité, le volume de notre voix, les silences, voilà, tout ce qui va avoir, qui va aussi envoyer un message sur notre état d'être à la personne avec laquelle on communique. Voilà, donc bon, c'est peut-être d'ailleurs pour ça, hein, avec ces 55, ces 38%, qu'on arrive à se comprendre, même quand on ne parle pas l'idiome d'un autre pays. Donc, ça aide aussi, hein, c'est quand même très, très utile. Mais comme quoi, voilà, tout ce qui est du non-verbal est hyper important dans ce qu'on communique aux autres. Et il y a même un présupposé en PNL qui dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que même si vous êtes en réunion sur votre chaise et vous ne dites rien, vous ne bougez pas, c'est déjà une façon de communiquer, une façon de pouvoir interpréter un message qui peut être envoyé à quelqu'un. Voilà, moi, je me souviens, en sophro, justement, pendant mon examen, j'avais un collègue qui était comme ça. C'était hyper stressant. Et je lui dis, mais c'est une bêtise. Non, c'était hyper intéressant ce que tu disais. Ah ouais, on ne dirait pas. Voilà, je lui dis, arrête de faire ça parce que c'est hyper déstabilisant. Donc, tout notre corps, finalement, parle et communique. Alors tout ça, évidemment, ça a un impact sur notre communication
Et je pense qu'intégrer tout ce qu'on vient de se dire là, alors c'est qu'une petite partie de la communication, c'est déjà une bonne façon de voir comment on peut changer aussi, comment on peut faire évoluer notre façon d'interagir avec le monde et avec nous-mêmes. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu pendant quelques minutes. Nous allons passer au slide suivant. Alors, je me permets juste une toute petite minute. C'est pour dire que voilà, nous avons 3 participants qui viennent d'arriver. Donc, Eric Cadet, Sylvie Blanchard et Rousseau Marion. Donc, bonjour à vous et bienvenue dans la commission. Bienvenue. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, si on vous entend. Merci d'être présent. Alors, Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais dans quelle mesure, en effet, la présentation serait adaptée à la visio. Mais bon, je vais continuer à écouter déjà. est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran qu'on passe? Je vois très bien le diaporama. D'accord, mais vous me voyez pas. Je vous vois en tout petit dans une seconde fenêtre. Bon, en même temps, je ne suis pas très, très grande. Donc c'est... Et le diaporama est très clair. D'accord. Merci. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous immerger un petit peu dans cette image, qui est un outil qui s'appelle Points of View, que j'utilise beaucoup. Et simplement, là, en se plongeant dans cette image, d'imaginer un peu ce que vit cette personne. De voir déjà qu'est-ce qui vous apparaît au premier regard. Déjà, ressentir peut-être s'il y a des choses que vous vivez à l'intérieur. Alors, l'image, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'eau, peut être un peu perturbante, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes avec nous. Et là, si on dézoomait un peu cette photo, d'imaginer qu'est-ce que cette personne a pu vivre quelques minutes avant d'être dans l'eau. Et puis, peut-être imaginer dans quel endroit est-ce que cette personne est. Qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Puis même peut-être ce qu'elle peut se dire dans cet instant qu'elle est en train de vivre. Puis vous attachez aussi aux choses qui vous surprennent sur cette photo. Désolée. Bonsoir. Excuse. Peut-être vous attarder sur les détails. Imaginez la vie de cette personne. Qu'est-ce qui va se passer aussi dans la minute d'après? Qu'est-ce que le photographe a voulu nous dire au travers de cette photo? Et puis pour rajouter encore un petit peu à l'histoire, on va rajouter un mot. On va rajouter une slide supplémentaire. Et ce mot qui a été tiré au sort, c'est la confiance. Et tiens, quand on ramène cette photo à ce mot, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut changer dans l'interprétation que l'on peut avoir de cette photo? Est-ce qu'elle vient conforter des choses? Est-ce que ce mot évoque des choses pour vous? Quel lien vous pouvez faire avec cette photo? Bref, quelle est l'histoire que vous pouvez vous raconter autour de cette photo? Je vous laisse encore quelques instants. Bonjour. Quelques instants dans le monde de cette personne qui est là sous l'eau. Puis ce que je vous propose maintenant, c'est que chacun puisse, alors je ne sais pas si on aura le temps de parler, on parle, mais simplement de vous raconter à vous comment cette expérience vous est apparue. Qu'est-ce que vous êtes dit sur cette situation, sur cette photo? Elle vit quoi, cette personne? Un moment super, moi. Ouais. Elle est sur un bateau, elle plonge. Ouais. Ok. Elle se prend en photo. Elle se prend en photo. Ok. Elle avait tellement chaud qu'elle n'a pas enlevé ses lunettes de soleil. Elle a oublié d'enlever ses lunettes de soleil. Elle a l'air de prendre du plaisir. Ouais. Du plaisir, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette... Et le mot qui va avec cette... Enfin, il va pas du tout. Il a été tiré au sort avec cette photo. Mais qu'est-ce qui vous inspire, lui, ce mot? Je ne fais pas de lien, moi, personnellement. Pas de lien, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un lien? Moi, je trouve que ça a permis de conforter peut-être le sentiment que j'avais qu'elle était bien. Enfin, voilà. Parce qu'elle aurait pu être dans cette situation-là et se retrouver dans une situation compliquée. Et du coup, comme moi, je ressentais qu'elle était bien, parce que j'aime l'eau, etc. Et le fait d'avoir ce mot confiance en dessous, presque, enfin voilà, moi dans mon corps, je ressens aussi beaucoup les choses. Donc, c'était waouh, super quoi. Elle est bien et voilà. Alors voilà, cette expérience pour vous montrer que on interprète tous les choses à notre façon. Je ne sais pas si... Excuse-moi Laurence, excusez-moi pour ceux qui sont en distanciel, est-ce que vous pouvez couper vos micros quand vous n'interagissez pas avec nous parce que sinon, merci beaucoup Sylvie, super, merci. Je ne sais pas si je l'ai fait ou pas, vous me direz si ça continue, je ne sais pas comment on fait, je ne suis pas très douée. Merci Laurence, excuse-moi. Donc l'idée de ce petit exercice, c'était de montrer que finalement, à travers une photo, on peut s'imaginer tout un monde autour de cette photo. Voilà, elle peut être sur un bateau, elle peut être dans un lac, dans une piscine, elle peut se prendre en photo. Et on fait ça en fait tout le temps, toute la journée. On est en mode interprétatif de notre monde et de notre environnement. Donc forcément, quand on communique avec ses propres interprétations, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément ce que l'autre peut voir. C'est notamment le cas, par exemple, quand on se fait guider, quand on ne sait pas où on va et qu'on nous donne des indications. Souvent, la communication, elle ne passe pas forcément, en fait, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses, on ne perçoit pas les mêmes choses autour de nos 5 sens. Voilà, c'était juste une petite expérience comme ça pour expérimenter cette idée de l'interprétation. Et puis, il y a souvent un truc qui vient nous titiller quand on est dans la communication, c'est un truc qu'on appelle l'ego. Alors cet ego, il prend souvent de la place, il est très utile, hein. Il est très utile à notre survie. Mais souvent, il prend une place démesurée. Il nous fait agir de façon parfois inappropriée, qui manque de justesse. Tout ça parce que derrière, il y a des émotions, il y a des croyances, il y a des vécus qui sont imprégnés à l'intérieur de nous et qui font qu'on n'agit pas forcément comme il le faudrait. Et c'est souvent le cas, il me semble, dans les entreprises de mémoire. Voilà, donc je crois qu'aussi dans ce travail sur la communication qu'on peut avoir avec soi et avec les autres, c'est de lui rabattre un peu son caquet, de le remettre à sa juste taille, cet ego, et plutôt d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions, ses intuitions. On le verra après. Et d'ailleurs, je vous invite à... voilà, j'ai une amie qui vient de terminer là, son livre est paru, si vous voulez un peu creuser le sujet, donc, qui a écrit « Au secours, mon ego a pris le pouvoir » de Carole Boudon, peut-être que certains la connaissent, voilà, qui a fait tout un bouquin sur le sujet et qui est très, très intéressant. Alors, on parle beaucoup de langage assertif, de communication bienveillante. Je ne vais pas l'appeler non violente parce que ce mot est copyrighté, n'est-ce pas? Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu quelle est la définition que l'on peut avoir du langage assertif ou bienveillant. Donc, alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà, on peut échanger sur le sujet. Donc, c'est l'idée que ça désigne une attitude, une capacité à exprimer des idées, son avis, ses opinions, à défendre des droits sans agressivité envers autrui. Alors ça veut dire, alors envers autrui, oui, mais envers soi-même aussi, d'accord? Donc l'idée,
c'est de communiquer sans nuire à l'autre, parce qu'on peut parfois être particulièrement blessant, ou l'autre peut être particulièrement sensible. Donc voilà, c'est pas évident. Communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en soi, on appelle ça de l'auto-empathie, et c'est souvent la première chose à faire finalement, il me semble en tout cas. Communiquer vers l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. Donc on parlait d'authenticité tout à l'heure. Voilà, c'est hyper important d'être dans l'authenticité. Et puis, au regard de ce qu'on a vu précédemment, c'est d'avoir voilà, déjà le verbal, le non-verbal bien aligné avec le verbal, et puis d'utiliser des mots, parfois d'être dans la précision pour essayer de se faire le mieux comprendre. Et recevoir un message de l'autre avec de l'écoute, comme disait Delphine tout à l'heure, de manière à favoriser le dialogue. Et moi, je dirais être plutôt dans la recherche de comment l'autre voit le monde. C'est un peu aussi ce qu'on fait en coaching. Et pas de qu'est-ce que je vais lui répondre là tout de suite pour le contrer ou donner mon avis. Ou, voilà. L'écoute active, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, ce n'est pas évident, mais être dans la curiosité de « ok, lui, il pense comme ça, mais qu'est-ce qui fait qu'il pense comme ça ?» et plutôt être en mode de questionnement plutôt que « ok, mais moi, je ne suis pas d'accord » et de devoir défendre ses idées. Voilà, donc, ce qu'on va appeler l'empathie. Alors, dans la communication bienveillante, alors ça s'appelle la CNV. En entreprise, on appelle ça le DESC, d'écrire, exprimer, enfin voilà. Bon, en gros, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle? On est plutôt sur d'avoir, et ça c'est aussi un principe des accords Toltec, hein, voilà, d'être vraiment dans le non-jugement. C'est pas toujours facile à faire, mais voilà, de pouvoir observer finalement avec le plus d'objectivité une situation, une personne, un moment, sans jugement de l'autre en tant que personne et identité, hein, de bien faire la différence entre les actes et puis l'identité de la personne, d'accueillir aussi l'expression de son propre ressenti et du ressenti des autres, d'exprimer ses besoins et de le formuler à l'autre, ce que l'on attend de lui par rapport à une situation donnée. Voilà, ça c'est dans les grands principes. Alors pour ça, il faut bien se connaître. Donc ça c'est mon grand dada, c'est la connaissance de soi. Donc c'est un chemin sans fin, il me semble. Et alors moi, au travers de toutes ces formations que j'ai faites, pour moi, le truc essentiel, la clé, c'est de comprendre ses émotions. Voilà. À partir du moment où on comprend ses émotions, on peut déjà appréhender un peu quel est son besoin. Et puis, du coup, ça rabat le caquet de l'ego qu'on a vu aussi un peu tout à l'heure, de les accueillir, de les accepter sans jugement aussi vis-à-vis de soi. Et donc ça, c'est déjà un travail qui amène vers beaucoup de changements. C'est là, ici. Donc, on est souvent, quand on est au 7 ou 5, ça dépend des courants, émotions de base, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir se poser. Vous savez, souvent, on fait la météo. Voilà, la météo, comment je vais, etc. Donc, moi, j'aime bien faire ça chaque matin. Mais derrière, d'y mettre autre chose que de la joie, de la colère, ou voilà, de pouvoir créer de la nuance, de pouvoir finalement développer de la nuance autour des émotions, des sentiments aussi, des émotions principales. Voilà. Et l'émotion, pourquoi c'est important? C'est le slide suivant. Hop, voilà. C'est que ça, finalement, c'est les émotions qui vont générer nos comportements et nos attitudes. Et ce sont les émotions qui vont nous amener à agir. Alors, évidemment, quand on traverse la rue et qu'on voit une voiture arriver très, très vite, bon, bah là, c'est l'émotion de la peur, bip, 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 on se met à courir. Donc là, on est en mode survie, d'accord? Mais parfois, voilà, il y a besoin de peut-être faire la part des choses, avoir un petit peu plus d'objectivité par rapport à ses émotions
pour pouvoir réagir de manière parfois plus appropriée ou avec plus de justesse. Alors, ce que je vous propose, c'est que je fasse une petite expérience pour vivre un peu ce moment, parce que moi, vivre une émotion, parce que je crois que toutes les situations, toutes nos expériences de vie en tant qu'être humain sont mémorisées par l'émotion qui nous imprègne à ce moment-là. Alors, c'est toujours plus facile, quand on rentre comme ça un petit peu dans le souvenir, de fermer les yeux. Donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, de vous installer confortablement sur votre chaise. Et puis, de faire une petite expérience autour de quelque chose de joyeux. Alors, voilà, moi, j'ai pris l'exemple d'un bon repas, par exemple. Un bon curry, une bonne pâtisserie. Et de peut-être revoir un peu ce moment, de mettre en action un peu tous vos sens, peut-être de revoir ce plat, ce bon curry ou autre chose, ou cette bonne pâtisserie. Et puis d'observer un petit peu ce qui se passe en vous lorsque vous vous reconnectez avec ce souvenir. Et alors d'ailleurs, peut-être vous pouvez ressentir déjà peut-être une odeur. Et puis ressentir ce moment où vous avez mis la fourchette pleine de curry, de cette pâtisserie dans la bouche. Et si on décortiquait chaque seconde, chaque millième de seconde, de ressentir pleinement ce qui s'est passé en vous, peut-être ressentir pleinement les saveurs, les odeurs, et puis l'émotion que ça a créé ce moment-là. Est-ce que vous n'étiez peut-être pas seul? Peut-être vous reconnecter à une ambiance générale. Peut-être même réentendre les bruits autour de vous, de revoir ces personnes présentes autour de la table. Peut-être même de ressentir pleinement, je ne sais pas, la chaleur du soleil. Au contraire, la fraîcheur de la soirée, en fonction du moment où vous avez vécu cette expérience. Et puis, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Quelles étaient les émotions présentes? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez pensé? Simplement prendre conscience à quel point nos émotions s'imprègnent à l'intérieur de nous. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux, revenir dans cette salle. Alors, c'était comment cette expérience? Super. Super. Goûtu. Est-ce que vous avez réussi à percevoir à quel point tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on fait, s'imprègne en nous au travers de nos émotions? Alors, c'est peut-être enfoncer une porte, hein, mais voilà, je trouvais intéressant de pouvoir revivre un instant ces émotions à travers le souvenir. Alors, comprendre ces émotions, c'est aussi comprendre son besoin. D'accord? Donc, en comprenant l'émotion que l'on traverse, ce qui se passe en nous, ça permet de comprendre les besoins. Alors, je vous ai mis une carte des besoins, vous aurez la présentation, de toute façon. Mais souvent, parfois, on a besoin de sécurité. Alors, on ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas en confiance.
Ou au contraire, on est plutôt, on est hyper dynamique. Ce n'est pas le cas de tout le monde ce matin-là, ce lundi matin. Et nous, notre besoin, voilà, c'est d'être dans la joie. Sauf que tout le monde ne s'accorde pas forcément sur nos propres émotions, nos propres besoins. Et c'est ça, finalement, qui crée de la friction dans la relation avec les autres. Voilà, donc, quand on revient un peu, et on va faire cette expérience-là après, si vous en êtes d'accord, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'elle cette émotion qui est franchement le formidable qu'on peut avoir, sauf que souvent on nous dit, voilà, il faut se couper un peu de ces émotions, puis c'est un peu ce qu'on nous a dit depuis qu'on est tout petit, alors moins maintenant parce qu'on est beaucoup plus dans la bienveillance et dans l'accueil des émotions, mais voilà, souvent on disait aux petits garçons, ne pleure pas, c'est les filles qui pleurent. Bon, ben voilà, tout ça, c'est des choses qui font que nous sommes coupés de nos émotions. Or, c'est un langage énorme de la compréhension de comment on vit les choses. Voilà. Et derrière cette émotion, qu'est-ce qui se joue pour nous dans cette situation? Finalement, qu'est-ce qui se passe derrière cette émotion? Qu'est-ce que cette émotion nous indique? OK? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit exercice d'exploration en mode sophrologique, si vous êtes d'accord. Alors, je vais vous proposer d'aller explorer une situation ou un moment un petit peu désagréable, mais un tout petit peu par contre, hein, pas un gros truc énorme, etc. Où l'idée, c'est d'aller se dire, tiens, allons explorer ce moment-là avec un regard extérieur, pour comprendre quelle était mon émotion derrière, quelles étaient mes attitudes et quel était mon besoin. Voilà. Donc là, l'idée, c'est peut-être de donner un petit tips dans un mode introspectif de comment on peut aller rechercher finalement ce besoin, cette émotion qui vont être essentielles en fait dans ce langage assertif. OK? Vous êtes d'accord pour cette expérience? Allons-y. Alors donc un tout petit souvenir désagréable, hein, pas un gros truc parce que voilà, voilà, on n'est pas non plus en atelier de sophro. Et l'idée, ça va être vraiment de vous dissocier par rapport à cette situation. Donc, on est comme si on allait au cinéma et qu'on revoyait cette scène en tant que spectateur de cette situation avec cette observation un peu en ce qu'on appelle en métaposition, hein, comme si vous étiez à l'extérieur de cette situation au moment où ça s'est passé, pour explorer un petit peu qu'est-ce qui s'est joué dans ce moment-là. D'accord? Ça vous va? Tout le monde est OK pour ça? Ouais. Si quelqu'un n'est pas OK, c'est OK pour moi. Voilà, ce n'est pas forcément pour des exercices faciles. Alors, je vais faire ce qu'on appelle un petit scan corporel, voilà, pour poser un petit peu les choses, se recentrer. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu la méditation. Ouais, voilà, donc ça ressemble à, on appelle ça lecture du corps en sophro, mais en fait c'est un scan corporel tout simplement pour se poser. Puis après, on ira explorer cette situation. Alors, je dis bien en mode spectateur. Donc, je vais vous accompagner pour ça. Et donc, l'objectif, hein, l'intentionnalité de cette pratique, c'est d'avoir un regard un peu neuf sur ce qui s'est passé dans ce moment-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si jamais à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas, ouvrez les yeux. Hein. Et puis, vous attendez que la séance, le petit exercice se passe. D'accord? Ensuite, on ira se reconnecter à quelque chose d'hyper positif, peut-être le KARI qu'on a exploré tout à l'heure, voilà, ou un moment de joie que vous avez vécu. Et puis ensuite, on reviendra petit à petit dans cette salle. Ça vous va? Ouais. Ouais. Je suis comment au niveau timing là? Il me reste combien de temps? Il me reste 45 minutes. Non. 45 secondes. Non. Un quart d'heure. Il est moins le quart, il me reste un quart d'heure, 20 minutes. On a démarré un peu en retard. Ok. C'est OK pour tout le monde? Ouais, je suis OK, Laurence. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, c'est bon.
Ça ne vous dérange pas si on baisse un petit peu la clim? Ah, aussi, oui. Merci. Un tout petit peu. Merci. Il paraît de la lumière aussi. Ah, comment? Alors, l'objectif de la sophro n'est pas de dormir. Oui. Mais Non, c'est parce que là, si on s'endort tous. Mais c'est un fabuleux outil de la connaissance de soi. On le connaît plutôt par de la relaxation, mais c'est vraiment une infime partie. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement dans votre fauteuil. Si vous voulez vous éloigner un peu de la table, si vous voulez investir aussi ces canapés qui ont l'air fort confortables, eh bien, écoutez, c'est OK. Voilà, l'important, c'est que vous viviez cette expérience pleinement. Donc, comme tout à l'heure, je vous propose de fermer les yeux. Et puis là, pendant quelques instants, simplement d'accueillir votre respiration. Un peu comme si on se posait là sur un nuage et qu'on se voyait respirer, on se sentait respirer. Et de caler votre rythme sur cette respiration qui, petit à petit d'ailleurs, va être calme et détendue. Et puis, on va faire ce recentrage dont je vous parlais tout à l'heure, cette lecture du corps, afin de développer une plus grande conscience aussi de votre corps et de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Qui est essentiel aussi pour accueillir ces émotions. Donc, je vous propose dans un premier temps d'accueillir, de prendre conscience de toutes les sensations que vous pouvez vivre au niveau de vos pieds. Portez une attention particulière sur les sensations qui apparaissent, le contact de la peau avec les chaussures, avec le sol. Prendre conscience maintenant de vos chevilles, de vos mollets, de vos tibias, de vos genoux, de vos cuisses. Un peu comme si vous découvriez votre corps pour la première fois et que vous observiez toutes les sensations, tous les mouvements qui peuvent exister, que l'on perçoit ou que l'on ne perçoit pas, peu importe. Simplement là, observez ce qui se passe en vous, sans jugement bien entendu, sans a priori. Il n'y a pas d'objectif pour une fois, de résultat. Et maintenant, de porter votre attention sur votre bassin, prendre conscience du poids de votre corps sur la chaise. Accueillir maintenant la zone abdominale. Observez un peu les micro-mouvements provoqués par la respiration. Portez votre attention maintenant sur le bas de votre dos, toute la zone lombaire. Le haut du dos, de percevoir, pour ceux qui sont installés dans le fond de la chaise, prendre conscience des points d'appui avec la chaise. Accueillir maintenant la zone thoracique, peut-être même percevoir les mouvements de votre cœur. Sentir comment vous vivez votre respiration à cet endroit du corps. Accueillir maintenant vos bras, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prendre conscience de la température, l'effet que ça fait sur la peau, de la différence entre la peau couverte, la peau découverte, comme si vous étiez un explorateur de votre corps. Conscience maintenant de votre nuque, de votre cou, votre tête, votre cuir chevelu.
Accueil de toutes les sensations. Même accueil de toutes les émotions, de toutes les pensées qui ont pu émerger pendant cette pratique. Et d'accueillir maintenant votre corps dans sa globalité, dans son unité, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. De prendre conscience de votre présence. Nous allons maintenant pouvoir évoquer un souvenir relié à un moment un tout petit peu désagréable. C'est peut-être un souvenir du passé ou un souvenir plus récent. Prenez quelques instants pour retrouver ce souvenir. Où vous avez éprouvé ce sentiment désagréable, très légèrement désagréable, et où vous pensez avoir agi ou pensé d'une manière peut-être un tout petit peu inappropriée. Et bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes le spectateur de cette situation, le spectateur de ce moment, comme si vous étiez dans une salle de cinéma et que vous voyez cette scène se dérouler devant vous, face à vous. Là encore, nous sommes sans jugement, sans a priori vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la situation. Et là, nous pouvons nous voir de l'extérieur. Observons-nous dans cette circonstance, dans cette situation, en restant bien détachés de toutes nos émotions que nous pouvions avoir dans cette situation. Peut-être y avait-il d'autres personnes. Observons comment nous nous exprimons, à la fois avec l'environnement, mais aussi à la fois avec nous-mêmes. Détecter un petit peu ce petit dialogue interne que l'on a tout le temps et comment il influence nos comportements, nos attitudes, nos émotions même. Observons notre posture, nos attitudes, nos pensées, nos comportements, la tonalité de notre voix. Le regard que l'on porte sur les choses, sur les autres, sur nous-mêmes. Au regard de cette observation, que pouvons-nous comprendre de nos émotions, de nos sentiments et de nos besoins à travers cette situation? Qu'est-ce qui était en jeu à ce moment-là? Qu'est-ce qui était l'enjeu? Toujours sans jugement, sans a priori, ni vis-à-vis de soi-même, ni vis-à-vis des autres. Prenons quelques instants pour intégrer tous les phénomènes, toutes les émotions qui ont pu apparaître pendant cette pratique. Quelques instants, prendre encore un peu plus de recul par rapport à cette expérience de vie. Et quand vous le souhaiterez, je vous propose de
de revenir à cette image très positive, ce moment où on s'est délecté d'un bon plat, d'une bonne pâtisserie, de revenir dans cette situation-là que vous avez vécue tout à l'heure, vous êtes remémoré, de vous réimprégner de toute cette expérience vécue, des saveurs, des odeurs, des bruits, des sensations. Peut-être de nommer aussi toutes ces émotions autour de ce bon repas, autour de ce bon moment. Peut-être même d'aller explorer à quel endroit dans votre corps vous vivez cette émotion-là, de joie peut-être, d'enthousiasme, de plaisir. Peut-être que même cette émotion, vous pouvez lui donner une couleur, une forme, une texture. Si vous avez réussi à localiser l'endroit où elle est dans votre corps, peut-être même de l'amplifier, d'imaginer que cette émotion-là de joie, de plaisir, d'enthousiasme, de partage, vous pouvez la faire grandir en vous. Et maintenant que cet exercice va presque arriver à sa fin, vous pouvez remettre cette émotion à la bonne dimension, la dimension juste pour vous. Et puis, je vous propose de reprendre petit à petit conscience de vos points d'appui sur le sol, du poids de votre corps sur la chaise, de reconnecter peut-être avec la sensation de l'air, des vêtements sur la peau, de réouvrir aussi peut-être un peu les sons, de capter les sons de la pièce ou peut-être les sons extérieurs. Et puis de bouger un peu le corps, peut-être de s'étirer, de bâiller. Et quand le moment sera le plus pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, merci Mariam. Alors, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que cette pratique vous a évoqué chez vous? Est-ce qu'elle vous a permis de comprendre des choses par rapport à cette situation, de la voir autrement, sous un autre angle? Comme si on était en position méta, Ouais. et que dans le fond, ça n'avait pas autant d'emprise que comme s'il y avait un filtre ou un recul entre on avait l'impression d'avoir vécu et surtout que l'émotion positive, elle l'emporte beaucoup plus sur l'émotion négative. Okay. La résilience finalement par rapport à cette situation, c'est ça que j'avais compris. Ok. Voilà, donc c'est des petits exercices comme ça d'introspection qui sont très intéressants pour justement avoir ce langage assertif. Donc concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire un langage assertif? Donc je vous ai mis quelques exemples, j'ai trouvé ça sur Internet. Déjà, il y a une règle, c'est que le tu-tu, le tu-tu, tu-tu. Voilà, donc par exemple, dans le langage assertif, on évite le tu, on évite le toi qui est assez accusateur, assez agressif, etc. Donc, je veux que tu arrêtes de me mettre en colère. Pourrait très bien, si on a fait un petit peu cet exercice d'introspection, dire je me suis sentie vraiment bouleversée et vraiment blessée par ce qui s'est passé. Voilà. Et ce qui se passe aussi, alors je ne sais pas si vous le percevez, mais quand on parle de ces émotions, finalement, il n'y a pas de débat. Personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas senti bouleversé et blessé. Il y a quand même une personne qui vous connaît, c'est vous-même. D'accord ? Vous êtes quand même l'expert de vous-même, comme on dit en coaching.
Donc souvent, ça passe mieux et puis ça amène un petit peu plus d'empathie et de compréhension de ce que vit l'autre finalement. Ce langage assertif, c'est aussi de dévoiler à l'autre ce qui se passe dans notre monde intérieur pour être mieux compris. D'accord ? Autre exemple, je sens que tu n'en as rien à faire de moi. Voilà, c'est peut-être juste qu'on se sent seul et déconnecté et qu'il y a un truc qui ne va pas en nous et qu'on a un besoin, je ne sais pas, de réassurance ou on se sent en sécurité, etc. Je veux que tu ne sois pas si méchant. J'ai envie d'être considéré avec gentillesse. Voilà, on pourrait dire en langage assertif. Voilà, des petites fautes d'orthographe. J'aimerais que tu ne parles pas si fort, tu m'ennuies. Disons plutôt, j'ai du mal à me concentrer lorsqu'il y a du bruit. Voilà, comment on peut faire, voilà, d'exprimer son besoin. Voilà, j'aimerais que tu parles un petit peu moins fort, éventuellement pendant 10 minutes. Après, l'autre, il n'est pas obligé d'accepter ce qu'on lui demande, mais en tout cas, nous, on l'a verbalisé de manière constructive et assertive, avec bienveillance. Voilà, j'aimerais que tu arrêtes de me commander. Je préfère prendre ma propre décision à propos de ça. Voilà, donc c'est des petits exemples qui montrent un petit peu finalement comment on peut exprimer ses émotions avec simplicité. Enfin, ce n'est pas si simple d'ailleurs de détecter ses émotions, mais en tout cas, c'est un entraînement, je crois. C'est un entraînement de se dire, tiens, là, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'était quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors, c'est pareil, on peut aussi travailler sur l'intensité de ses émotions. Voilà. Dire je suis en colère, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de l'énervement, est-ce que c'est de la contrariété? Tout ça, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes mots derrière, il n'y a pas la même intensité. Et donc de jouer aussi avec ça, de comprendre les niveaux d'intensité et ne pas dire tout le temps je suis en colère, parce que c'est très fort la colère, on le reçoit comme quelque chose d'assez puissant. Alors parfois c'est très utile, je ne dis pas qu'il faut toujours... parce que c'est là où notre ego est très, très utile aussi, parce que lui, son objectif, c'est de nous faire survivre. Il est dans la survie, et parfois, c'est utile. Dans les situations de stress, il y a trois façons de faire. Donc, fight, flight, qui parle bien anglais, combattre. Voilà, combattre, fuir ou se figer. Voilà. C'est aussi des émotions un peu comme ça, primitives, qui sont très, très utiles. Mais on n'est pas obligé de combattre tout le temps. On n'est pas toujours agressé par le lion ou que sais-je. Donc ça, c'est des choses un petit peu que l'on tient de notre héritage, je sais pas, d'Homo sapiens. Voilà. Alors, pour moi, j'ai voulu conclure, parce que c'est mon dada, la connaissance de soi. Et moi, je ne sais pas, un chemin à donner pour vous accompagner en fait dans cette introspection. Je vais utiliser cet outil que les coachs connaissent très certainement, qui est finalement d'explorer dans une situation, finalement, quel a été notre comportement, quelles ont été nos émotions, nos sentiments et quelles ont été nos pensées. D'accord ? À partir du moment où on arrive à bouger l'un ou l'autre, alors ils sont interdépendants, ils s'influencent les uns des autres, qui de la poule ou de l'œuf, ça c'est en fonction de chacune des situations. Et finalement, c'est d'aller un petit peu explorer, alors inconscient, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, appelez-le comme vous voulez, mais une face un petit peu plus intérieure de soi. Mais si on arrive à bouger, c'est pour moi en tout cas le cœur du coaching, un de ces éléments-là, c'est là où on va pouvoir enclencher un changement par rapport à un objectif que l'on souhaite atteindre. Voilà. Donc, autour de la communication, peut-être de jouer avec, je ne sais plus comment on l'appelle, c'est un terme très technique, mais de jouer avec ces trois éléments et de voir finalement, tiens, si je change ma pensée, si je me dis que l'autre, ça se trouve, il n'a pas très bien dormi cette nuit, il s'est engueulé avec sa femme ou ses enfants, je ne sais quoi. Si je changeais ma perspective qui m'en veut à moi, cette pensée qui m'en veut à moi, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait changer derrière comme émotion et comme comportement? Voilà, pour moi, ça, c'est la clé de plein de choses et notamment de la communication envers soi-même.
et envers les autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurence, super. Merci. Et si vous avez des questions, Ouais. il y a une session de On va passer. questions-réponses, je serais ravie d'y répondre. Voilà. Merci en tout cas pour ta belle intervention. C'était vraiment chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment. Effectivement, vous pouvez poser toutes les questions, échanges à Laurence. Tout ça, c'est aussi le fruit de mon expérience en tant que coach. Mais avant d'être coach, j'ai été coachée forcément, de sophrologue, mais aussi de sophronisée. Je suis aussi praticienne en hypnose. Donc voilà, tout ça, c'est le fruit aussi de mon propre vécu autour du changement, du développement personnel de manière générale. Donc, ce n'est peut-être pas vrai. Voilà. Ce n'est pas une vérité absolue. Moi, j'ai une question. Oui. Comment tu définirais la croyance et la valeur? Est-ce qu'il y a une différence entre une croyance et une valeur? Oui, je pense qu'il y a une croyance et une valeur. Il y a forcément des liens entre eux. Est-ce qu'une valeur peut être une croyance? Est-ce qu'une croyance peut être une valeur? Est-ce qu'une croyance peut être une valeur? Tu as un exemple? Un exemple, je ne sais pas, on va dire allez, je vais prendre comme ça au hasard. Hein. La politesse, le bonjour. Par exemple, chez nous, on peut prendre comme une valeur, c'est-à-dire que c'est important pour moi, en tant que personne, que ça soit une valeur, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas une croyance, parce que peut-être que c'est juste sociétal en France de dire bonjour, peut-être qu'il y a différentes manières d'autres pays de dire bonjour. Donc, finalement, ce n'est pas une valeur universelle, mais une croyance propre d'une éducation. Donc, du coup, finalement, est-ce qu'une valeur n'est pas propre et une croyance, enfin, plutôt valeur, ouais, est-ce qu'une valeur n'est pas propre et une croyance générale, finalement? Est-ce que tout n'est pas une croyance, finalement, et c'est à nous même de mettre ça comme valeur intrinsèque? Je ne sais pas si tu m'as compris, là. Alors, tu as 4 heures. Hein. C'est ton sujet. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre une croyance et une valeur? Je pense que les valeurs, elles sont aussi issues des croyances que l'on a pu vivre autour de l'éducation, de la religion, les injonctions, etc. Alors, voilà, qui de la poule ou de l'œuf a été nourri par l'un ou par l'autre. C'est clair que, je pense, personnellement, mais voilà, chacun peut s'exprimer sur le sujet, mais nous ne sommes que croyances, finalement. Voilà. C'est une croyance, et à partir de ces croyances, alors il y en a des super qui nous font avancer. Là où on travaille en coaching, tu le sais, c'est sur ces croyances limitantes qui peuvent être limitantes parce qu'on a des valeurs très fortes qui nous ont été inculquées. Voilà, donc c'est... Je trouve que la plupart, beaucoup de conflits, c'est sur les croyances. C'est-à-dire, je crois que, et une croyance, c'est quelque chose qu'on est persuadé que c'est vrai. Donc, du coup, à un moment donné, si je perçois que moi, ce que je dis est vrai, est-ce que toi, tu penses, entre guillemets, c'est moi, là, j'ai la vérité et toi, tu n'as pas la vérité. Donc, forcément, mon but est de te persuader que tu as tort, finalement. C'est ça. Donc, du coup, d'où l'importance de savoir si c'est une valeur ou une croyance. Enfin, plutôt, si c'est une croyance qu'une valeur, et que c'est une valeur propre. Donc, du coup, si c'est une valeur propre de moi, ça, si je sais que c'est une croyance, mais que c'est une valeur chez moi, donc j'accepte mieux ce que toi, tu penses. Vu que chez moi, c'est une valeur, mais je sais que c'est une croyance. C'est-à-dire que le bonjour, je sais que c'est une croyance. Je sais que pas tout le monde dit bonjour sur Terre, parce qu'il y a des cultures qui ne disent pas bonjour ou disent bonjour différemment. Je le sais. Donc, du coup, si moi, j'accepte que chez moi, que ça soit une valeur, mais que je sais que c'est une croyance, donc si tu ne me dis pas bonjour, je ne vais pas te juger. Oui. Parce que justement, en fait, je sais que c'est une croyance, mais que chez moi, c'est une valeur, donc j'accepte que chez toi, ça ne soit pas une valeur. En fait, c'est ce que je disais un petit peu en préambule. C'est-à-dire une valeur peut être une croyance. Une valeur. Bien sûr, une valeur est une croyance, mais bien sûr. Mais par contre, c'est une valeur chez moi. Mais de toute façon,
toutes les croyances, toutes les valeurs, elles sont propres à chacun. C'est pour ça que je parlais d'interprétation du monde au travers de nos croyances, au travers de notre éducation, de nos expériences de vie qui font qu'on se crée des croyances, parce que de toute façon, le cerveau, il a besoin d'être rassuré aussi. Là, les neurosciences le disent. Lui, il peut pas, il a besoin d'avoir une vérité, en fait. Mais à partir du moment, et c'est là où moi, je pense qu'il y a un grand travail à faire, c'est d'intégrer que chacun a ses croyances, chacun a ses interprétations. Et justement, ce que je dis, c'est comprendre le monde de l'autre plutôt que de vouloir lui dire qu'on a raison. Parce que finalement, moi, ma croyance, j'espère que celle-là est super positive, c'est qu'il n'y a pas de réalité, en fait. Il n'y a pas de vérité. La vérité, n'existe pas. Justement, en neurosciences, on dit que 95% de choses sont des croyances. Voilà. 98% des choses. Alors, je n'ai pas encore fait mes cours sur neurosciences, c'est l'année prochaine, mais oui, voilà, c'est... D'ailleurs, en coaching, j'imagine que tu as dû le voir, l'objectif du coach, c'est de permettre au coaché de comprendre sa façon de voir le monde. Déjà, quand on fait ça, voilà, de se dire, moi, la politesse, c'est une valeur ou une croyance forte, mais ce n'est pas le cas chez mon voisin. Bon, ok, ça pose les choses et ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, qu'il me déteste, parce que c'est souvent ça aussi, c'est qu'on prend les choses très personnellement. Je renvoie aux accords Toltec, du coup. Et l'ego, etc. Voilà. Donc, voilà, il y aurait tant à dire sur ce sujet de la relation. En fait, c'est pas la communication, quoi, c'est la relation humaine. Et là, on peut en parler, je pense, des jours et des jours et des jours. Après, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de contextualiser ce que tu dis, parce que là, tu nous parles d'une relation. Elle est décontextualisée, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des endroits, ça va être important pour toi, qu'il y ait un bonjour, voilà. Il y a peut-être, pour ça qu'on a des valeurs qui peuvent aussi être en contradiction totale. Hein. Il y a peut-être des endroits, des lieux, des contextes où ça ne va pas être important pour toi. C'est aussi prendre en compte la question du contexte aussi dans lequel on se pose. En tout cas, ton exposé m'a beaucoup ramené à ce que je vis quand je fais une médiation. Parce que moi, quand je fais une médiation, les gens sont déjà en conflit et déjà bien avancés. Parce que quand on s'engage dans une médiation, c'est qu'on a essayé plein de choses et que ça n'a pas marché. Et qu'ils ont besoin d'un tiers extérieur pour pouvoir essayer de sortir de cette situation conflictuelle. Et en fait, quand j'ai les gens devant moi, on leur demande, parce qu'ils se sont déjà battus à l'extérieur, donc je leur demande, ce n'est pas la peine de se battre, ils l'ont déjà fait, de s'écouter mutuellement. Donc, je leur demande de leur raconter leur propre histoire, c'est-à-dire comment ils ont perçu les choses et pourquoi ils en sont arrivés à une situation conflictuelle. Pendant ce temps-là, l'autre écoute et s'aperçoit en fait qu'il n'avait pas forcément la même position. Il s'aperçoit d'abord qu'il n'est pas au même endroit. Donc là, c'est un peu aussi une scène de théâtre, ce que tu disais tout à l'heure. Il regarde l'autre, il perçoit qu'il n'est pas comme lui et qu'il a d'autres idées et qu'il a perçu une situation différemment que lui. Et l'autre fait la même chose. Donc en fait, là, ils ont déjà une ouverture qu'ils n'avaient pas avant quand ils étaient en conflit. Ils n'ont pas du tout la même perception au final du conflit à la fin. Et quand on leur demande de voir un peu comment ils vont essayer de trouver une solution, moi je ne suis pas là pour trouver la solution, je suis là pour les accompagner à trouver une solution, très facilement en fait les solutions apparaissent. Parce qu'en fait ils ont arrêté de se battre, ils se sont posés, ils se sont reposés. En fait tu faisais des exercices on va dire entre parenthèses de sophrologie, enfin c'est de la sophrologie en fait, mais le fait déjà de ne pas rentrer dans ce système de sophrologie en tant que professionnel, moi qui ne suis pas professionnelle de la sophrologie, mais le fait d'écouter quelqu'un, ils sont obligés de se taire parce qu'en fait ils signent une convention où ils se disent ils n'ont pas le droit de s'insulter, ils n'ont pas le droit de se battre, etc. Bon. Donc ils sont obligés de s'écouter. Ce moment-là est aussi un moment de sophrologie pour eux-mêmes, parce qu'ils ressentent des choses, ils ressentent des émotions, ils ressentent des compréhensions, mais inconsciemment ils s'apaisent. Ils s'apaisent. Et là, c'est un moment où ils se disent j'ai pas vu ça comme ça. Lui perçoit les choses comme ça, mais parce que c'est sa culture, parce que c'est son histoire.
parce qu'il a vécu des choses, etc. Et quand je les prends, on appelle ça en caucus, en médiation ou en aparté, ils me racontent un peu leurs histoires un peu plus intimement, en fait. Hein. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont raison, parce qu'il y a déjà eu des remarques précédentes, parce qu'il y a déjà eu des vexations avant, alors que le conflit, au final, c'est la conséquence de choses qui n'ont pas été réglées avant. Donc, et c'est très intéressant de voir que déjà, quand il y a des petites vexations comme ça, c'est de régler de suite les choses. Parce que quand ce n'est pas fait, et quand un chef d'entreprise ne le fait pas depuis le début en disant, bah là, il y a deux personnes qui ne sont pas trop chaudes en même temps, là, alors qu'ils ont un c'est compliqué à une entreprise de demander à des gens d'aboutir à un projet commun et de faire fleurir l'entreprise, si en amont, des gens qui travaillent pour ce même projet ne s'entendent pas. Si en amont, ils ont déjà eu des vexations, etc. Alors là, le conflit, il existe, il pète. Dans la cellule, il y a le projet à faire. Alors là, le chef d'entreprise ne sait pas comment s'en sortir parce qu'il a un timing pour déposer ce projet, parce qu'il a des supérieurs lui aussi, et c'est très compliqué. Donc en fait, tout ce que tu as dit là, je retrouve ça dans une médiation et comment c'est très très intéressant. En fait. Moi, ça c'est des choses qu'un chef d'entreprise doit mettre au quotidien dans sa cellule avec les individus. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit très vigilant parce qu'il est responsable aussi. Tu n'as pas eu le temps peut-être de parler des risques psychosociaux, mais un chef d'entreprise est responsable des risques psychosociaux et que quand on en arrive à là, c'est compliqué d'avoir une entreprise qui vit dans le bien-être. Et les gens, ils rentrent chez eux, ils ne sont pas dans le bien-être. Donc, alors que quand le chef d'entreprise fait attention à ce bien-être à l'intérieur de cette cellule-là, chaque individu rentre chez lui avec le bien-être et la dynamique qu'il a eue d'avoir envie de faire quelque chose, un projet créé pendant 8 heures d'affilée ou 7 heures d'affilée, et qu'il rentre chez lui avec une autre énergie que s'il y a des conflits, des choses qui ne sont pas réglées, etc. Quand ton exposé m'a absolument, je le pratique dans ma médiation en tout cas, mais à 1000%, ça c'est sûr. C'est sûr. Merci. Merci. C'est souvent, par exemple, moi j'interviens dans cohésion d'équipe. En fait, alors moi, ma façon de travailler, c'est simplement que les gens se connaissent simplement, en fait, tu vois. Donc, j'utilise quelques outils et là, j'en ai fait une hier. Et ah ouais, moi je suis comme si, moi j'utilise le disque, qui est un outil comme de connaissance de soi, bref. Ah ouais, toi tu es comme ça, moi je suis comme ça. Mais alors comment on peut travailler ensemble? Parce que finalement, tu as les qualités de mes défauts, votre rapport, je caricature, hein. Tu as les qualités de mes défauts et vice-versa. Et du coup, si on est super complémentaires, et si toi tu es super extraverti, moi super introverti, je caricature. Peut-être qu'il y a un truc à faire ensemble parce que ton cerveau plus le mien, 1 et 1 égale 3. Quoi. Et ça, il faut le faire en amont. C'est ça. Il faut le faire en amont, bien mettre des feuilles de route, etc. Parce que quand ce n'est pas fait, il y a forcément des conflits qui arrivent et puis des énergies comme ça discordantes à la fois, ça fait le conflit, on ne peut plus le régler. On fait appel à un médiateur parce qu'on ne peut pas, le chef d'entreprise ne peut pas régler un conflit dans sa propre entreprise. Ça, à mon sens, c'est pas possible. Là, c'est une équipe toute jeune, avec 2 recrues et du coup, c'est au début qu'il faut faire ça. Effectivement, c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, on peut continuer aussi d'échanger pendant le cocktail dans un moment un peu plus convivial. Est-ce qu'il y a des questions? Non, là-bas, il n'y a pas de questions. Moi, j'ai encore une question. Désolé. Entre les sentiments et les émotions. Tu parlais tout à l'heure de sentiments et d'émotions. Je trouve qu'il y a une différence, mais est-ce que toi, tu mets une différence dans les sentiments? Oui. En tout cas, moi, dans ce que j'ai appris. Justement, j'aimerais avoir un avis peut-être différent ou commun. Je sais pas. L'émotion, ça ne dure pas très longtemps. En fait. C'est quelque chose d'assez court. Et de l'émotion peut être généré un sentiment et qui, lui, va perdurer dans le temps et qui va du coup être déclenché à chaque fois. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes situations, mais il peut y avoir des situations qui viennent redéclencher ce sentiment. C'est un truc qui dure, le sentiment qu'on a toujours à l'intérieur de soi. On parle aussi d'émotions secondaires parfois dans certaines formations. Voilà, c'est le truc qui reste, l'animosité, des choses. Voilà, ça c'est
un sentiment reste dans le temps. Et du coup, c'est celui-là qu'il faut aussi travailler, en plus de l'émotion. Alors que l'émotion, c'est quelque chose de très rapide qui doit nous faire agir. Je ne sais pas si tu as la même définition que… Alors, j'ai celle-là, mais j'en ai une autre aussi. C'est pour ça que je suis un petit peu… Alors, ouais, mais ça m'intéresse. En fait, pour moi, le sentimental, c'est quelque chose qui vient du mental. Comme tout à l'heure, par exemple, quand tu m'as demandé de faire une introspection au niveau des choses négatives ou positives, j'ai dû entrer dans mon mental pour aller chercher quelque chose. Un sentiment, par exemple, on le définit par quelque chose, en fait. C'est-à-dire quelque chose de mauvais ou de bien. Donc, du coup, j'ai fait tout dans mon mental, j'ai introspecté, en fait, ça dans mon mental. Et à force de rester dans mon mental, c'est-à-dire de se ressentir la chose, de vivre la chose, c'est descendu dans la strate du cœur et qui est devenu une émotion de joie, ou de peine, ou de tristesse. Et du coup, en fait, tout était dans mon mental avant. Donc, j'ai ressenti quelque chose, un sentiment, qui est venu à force de le répéter, à force de le visualiser, qui est ressendu dans la strate du cœur et qui est devenu une émotion de tristesse, c'est-à-dire, ou de joie. Voilà comment moi c'est intéressant comme… voilà comment c'est pour ça que justement, je suis un peu dans les deux. Moi, j'ai ta définition, j'ai la mienne, là aussi. Et du coup, j'arrive pas… elles sont toutes les deux, en fait. Et puis, elles sont aussi un peu liées, je pense. Enfin, il n'y a pas une définition. C'est… Justement, des fois, justement, quand on parle d'émotion, de sentiment, je ne sais pas où mettre le… Est-ce que je ressens une émotion, est-ce que je ressens un sentiment? D'accord. Je ne sais pas, en fait, quel mot employer. C'est ça. J'ai peut-être une idée sur la discussion, parce que ça c'est émotion ou sentiment, au moment où tu le mentalises, c'est quelque chose d'autre. Donc, dans les langages, quand tu les vois dans d'autres langues, les mots sont souvent différents entre ce qui est donc le ressenti et ce qui est l'émotif. Or qu'en final, c'est quelque chose qui n'est pas mentalisé. Et quand ta question sur la valeur ou sur les croyances, dans la communication que tu as abordée, tu en as trois parties. Tu as les faits qui sont observables, non discutables. Tu as la partie ressenti émotionnel qui est certes subjective à l'individu, mais qui est complètement indiscutable parce qu'elle est propre à chacun. Et après, tu as les valeurs et les croyances. Et donc, ce que toi, tu expliques avec le desk et avec toutes les techniques de la communication assertive, non violente, tout ce qu'on met tantôt, l'idée, c'est de rester aussi factuel que possible et quand on parle émotion, des propres émotions de soi et d'éviter de trop être sur ses croyances et sur ses valeurs et même les idées et même des convictions sont des choses qui, dans une discussion, sont pas faciles à entendre à l'autre quand on est dans cet état émotif parce qu'on est en flight and fight et on est en défensif ou en sauvetage ou des adrénalines qui vont nous faire suragir avec le corps, qui sont des réactions dans lesquelles le cerveau n'est pas refroidi. Et donc, il y a Kahneman qui a écrit des choses sur rapide réfléchir et long réfléchir, qui explique que nous sommes, dans la plupart de nos réactions, très court-termistes et on n'arrive pas à faire cette mini-différence entre l'impulse vient et on réagit. Et donc, tout le travail que tu expliques, c'est l'idée de mettre un mini-instant entre ce qui m'arrive et qu'est-ce que je vais faire avec. Et quand tu dis comprendre ces émotions, pour moi, c'est difficile parce que j'essaie de comprendre le mien depuis un moment. Et même si on travaille beaucoup là-dessus, je ne les comprends pas, mais j'apprends de les sentir. Et quand je sens l'émotion, dans ce moment-là, je peux l'accueillir, je peux l'appréhender, je peux faire les liens d'où ça vient. Est-ce que c'est une peur qui est justifiée parce que la voiture va m'écraser et là, bon, peut-être mieux que j'y parle, ou est-ce que c'est simplement un souvenir qui me fait évoquer quelque chose qui est très ancré en moi et que je lis dans une situation aujourd'hui qui est plus actuelle. Et cette conscientisation, quand tu deviens de l'inconscient au plus conscient, tu arrives à être plus cool avec des trucs qui avant t'ont rendu dingue. Donc, avec la distance entre ces deux-là, on a une réaction qui est moins réactive et plus apaisée. Quand tu dis sur le chef d'entreprise qui doit prendre soin de ses relations dans l'entreprise pour que tout le monde soit apaisé, moi qui travaille beaucoup avec les entreprises, c'est très lourd à porter pour le chef d'entreprise simple. Je pense que chacun, dans son quotidien, peut essayer de veiller, d'avoir une attitude qui est constructive dans les rapports. Après, selon les enjeux.
Un chef d'entreprise, ça doit être dur, effectivement, pour un chef d'entreprise, s'il a 50 ou 100 personnes en dessous à manager, ok. Mais chaque chef d'entreprise, ils ont des cellules, il y a un responsable de cellule, un cadre des ressources humaines, un cadre de l'informatique, un cadre de la comptabilité. Le chef d'entreprise, il doit réunir ces cadres et donner une feuille de route aussi pour l'entreprise, mais aussi pour l'humain, aussi pour la bienveillance du bien-être de chacun des individus. Charge à chacun des responsables d'apporter ce bien-être, en tout cas de faire le nécessaire pour que chaque cellule vive dans ce bien-être-là. Donc lui, il ne peut pas. Je suis complètement il ne en peut face pas, il ne peut pas sur tout le faire besoin. parce que lui, il a une feuille de route. Aujourd'hui, quand on travaille sur le RSE, le nouveau plan de santé qui vient d'être travaillé au niveau de MEDEF, on est dedans aussi. C'est inscrit dedans qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est en charge de la responsabilité sur le RSE. Dans le RSE, c'est la QVT, dans la QVT, le bien-être est pris en charge. Je trouve juste que c'est difficile à dire, c'est juste les chefs d'entreprise qui doivent le porter. Je pense individuellement, chaque élément dans la société aura un intérêt de le porter. Dans ce moment-là, on y arrivera plus facilement. Ce qui est bien aussi, c'est que le chef d'entreprise ne peut pas tout faire parce que lui, il a une feuille de route et qu'il doit apporter, c'est l'argent en fait. Oui, et je ne pense pas que le chef d'entreprise est responsable du bonheur de ses collaborateurs. On était osé travailler heureux, Salomé, il y a 20 ans. On était là-dedans. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile et lourd de dire que je suis responsable de ton bonheur. Je ne pense pas qu'on pourrait dire. Je vais vous demander d'accueillir vos émotions. Je pense pas que ça va permettre d'aller plus dans son... Allez, vous allez, parce que là, on pourrait, je pense, parler des heures et des gens qui sont de l'autre côté. Donc, merci beaucoup déjà, Laurence. Merci beaucoup, Laurence. Juste vous annoncer les prochains thèmes que l'on va essayer de développer dans notre commission bien-être du dirigeant et on va essayer de développer avec Tom. Donc, normalement, on aura un sujet autour du sport, l'influence du sport dans le bien-être du dirigeant. En septembre, j'aurai cœur à accueillir une photographe, Sandrine Hubert de Lille, et pour travailler sur l'impact de l'estime de soi et de la confiance en soi et en quoi cela peut contribuer aussi au bien-être du dirigeant. On aura un sujet sur la résilience et on aura un sujet sur le silence, un sujet avec une commission croisée RSE et sur la formation du dirigeant, qui est un sujet aussi où les dirigeants ne s'autorisent pas toujours à se former et quels sont leurs recours, quels sont les plans d'action pour se former aussi et contribuer aussi à leur développement personnel. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment merci à vous et merci Laurence pour votre présence. Et on peut continuer évidemment notre discussion autour d'en faire.